Dans la suite du cours, nous allons être obligés de définir de façon un petit peu plus précise les structures d'espaces vectoriels qu'on peut mettre sur des produits cartésiens. Alors, on a déjà vu l'exemple très important de Kn, qui est un produit cartésien, puisque c'est l'ensemble des n-uplets qui sont formés à l'aide de nombres réels. Donc on avait vu que cet ensemble est muni d'une structure de K espaces vectoriels pour les deux opérations que je vais décrire maintenant. Lorsque l'on veut additionner deux n-uplets de Kn, il suffit d'effectuer les opérations composante par composante. Donc ce qu'on ajoute à chaque composante, ce sont des éléments de K. Donc ici, il s'agit de la somme des éléments de Kn, et pour additionner les éléments de Kn, on additionne les coordonnées qui sont elles des éléments de K. Et on avait vu la multiplication externe, qui consistait à multiplier un nombre de K avec un n-uplet de Kn. Ceci, par définition, c'était le n-uplet qu'on obtenait en multipliant toutes les coordonnées par le nombre alpha. On avait vu qu'avec ces deux opérations, plus et point, eh bien, on avait un K espace vectoriel pour Kn. C'était d'ailleurs, rappelez-vous, un de nos espaces vectoriels de référence. Alors il se trouve qu'on va avoir besoin de manipuler des produits d'espaces vectoriels, c'est-à-dire des couples d'objets où les éléments qu'on va mettre ne seront pas forcément des nombres. On aura parfois intérêt à mettre des vecteurs dans les n-uplets. Donc on va devoir définir une notion d'espace vectoriel qu'on va appeler un espace vectoriel produit. C'est ce que je vais décrire maintenant. Je vais simplement le faire avec deux espaces vectoriels. C'est très facile à généraliser lorsqu'on travaille avec plus de deux espaces vectoriels. Donc, je vous rappelle que si je me donne deux ensembles E et F, bon, il se trouve que ça va être des K espaces vectoriels, mais pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est que ce sont des ensembles. On avait noté produit cartésien de E croix F, un ensemble qui est formé des couples formés pour le premier élément, un élément de E, pour le deuxième élément, un élément de F. Donc ça, on avait vu qu'un produit cartésien, c'est simplement l'ensemble des couples où la première composante est un élément du premier ensemble, la seconde composante est un élément du deuxième ensemble. C'est sur cet ensemble qu'on aimerait mettre une structure d'espace vectoriel. Pour ça, il faut que je définisse comment additionner ces couples, et ensuite, il faut que je sois capable de multiplier ces couples par un scalaire. Donc pour additionner des couples d'éléments de E croix F, je me donne déjà un premier élément de E croix F, x1, y1, formé avec un vecteur de E et un vecteur de F, et j'aimerais définir la somme du couple x1, y1 et du couple x2, y2. Donc là, l'objectif, c'est de définir cette somme, qui pour l'instant n'est pas définie sur cet ensemble. Eh bien, on va copier le modèle de Kn en disant que cette somme-là, je peux la définir en additionnant les deux vecteurs de l'espace vectoriel E, puisque dans un espace vectoriel, il y a une somme. Comme j'ai supposé que E était un K espace vectoriel, ça a évidemment un sens d'additionner des vecteurs de E. Et je fais la même chose avec les vecteurs de F. Donc voilà comment je peux définir une somme pour des éléments du produit cartésien E croix F. Reste maintenant à définir la multiplication par un scalaire. Pour la multiplication par un scalaire, je me donne donc un couple formé d'un vecteur de E et d'un vecteur de F, et un scalaire. Le scalaire, c'est un élément de K. Là, il faut que je définisse ce que j'obtiens en multipliant alpha par le couple xy. Là, encore une fois, on va copier le modèle qu'on avait vu dans Kn, simplement en écrivant le couple alpha x, virgule, alpha y. Là, encore une fois, c'est bien beau d'écrire une définition de ce type-là, mais il faut que je sois capable d'expliquer si ceci a bien un sens. Or, le vecteur x est un vecteur d'un K espace vectoriel, le vecteur y est un vecteur d'un K espace vectoriel. Dans un K espace vectoriel, on a une multiplication par un scalaire. Et donc, cette opération-là, multiplier un nombre par ce couple par cette opération, c'est donc une opération qui est parfaitement définie. Dans les deux cas, je récupère bien un couple de E croix F, et dans ce cas-là, je récupère bien un couple de E croix F. Donc ceci est une loi interne à E croix F, et là la loi est externe, puisqu'en multipliant un couple de E croix F et d'un scalaire, j'obtiens un vecteur de E croix F. Donc on a tout pour définir une structure d'espace vectoriel sur cet ensemble produit. Donc on voit qu'en prenant deux K espaces vectoriels E et F, en prenant la somme et le produit par un scalaire qu'on a décrit juste avant, on peut munir E croix F, ce produit cartésien, d'une structure de K espace vectoriel. Alors je ne vais pas le démontrer. Pour le démontrer, je ne peux pas passer par les sous-structures, puisque cet ensemble
n'est pas inclus dans un ensemble de référence qui est un espace vectoriel. Ce qui voudrait dire qu'il faudrait montrer les axiomes, tous les axiomes qu'on a définis pour les espaces vectoriels. Ça n'a pas d'intérêt. Par contre, ce que je vais quand même noter, et ça c'est important, c'est dans un espace vectoriel, on sait qu'il y a un vecteur qui est un petit peu plus important que les autres, c'est l'élément neutre. Donc ici, l'élément neutre de l'espace vectoriel E croix F pour la somme, il ressemble à quoi? Alors on va juste réfléchir à ce qu'on doit obtenir. On doit, quand on ajoute n'importe quel vecteur de E croix F à l'élément neutre, récupérer ce vecteur. Donc, il faut que l'élément que je rajoute soit l'élément neutre de l'espace vectoriel E, pour ne pas modifier ce terme, et celui-là doit être l'élément neutre de l'espace vectoriel F, pour ne pas modifier ce terme. Moralité, notre élément neutre, on n'aura pas le choix, c'est le couple qui est constitué de le vecteur nul de E pour la première composante, le vecteur nul de F pour la deuxième composante. Donc ça, c'est l'élément neutre pour la somme dans l'espace vectoriel E croix F. Alors ce que nous allons démontrer, c'est que lorsque E et F sont des espaces vectoriels de dimension finie, eh bien le produit cartésien est encore un espace vectoriel de dimension finie. Nous allons démontrer le théorème suivant qui porte sur la dimension de ce fameux espace vectoriel qu'on vient de définir. Si je me donne E un espace vectoriel de dimension finie n et F un espace vectoriel de dimension finie p, on va démontrer que cet espace vectoriel E croix F est de dimension finie et on va montrer que sa dimension, la dimension de E croix F, c'est la dimension de E plus la dimension de F. Faites bien attention, vous voyez là les notations, elles ne marchent pas très bien. La dimension du produit cartésien de ces deux ensembles, c'est la somme des dimensions des deux espaces vectoriels considérés. D'accord? Donc on va le démontrer. Alors dans le cours, j'ai cité un résultat plus précis où je me suis donné des bases. J'assume la donnée de ce théorème-là juste écrit comme ça, puisque je ne vais pas faire la même démonstration que dans le cours. Je vais au contraire tout reconstruire, c'est-à-dire montrer que E croix F est de dimension finie, en exhibant une famille génératrice naturelle, et en montrant que cette famille génératrice naturelle est une famille libre. Donc là, je vais faire une démonstration totalement constructive. Pour la démonstration, je dois trouver une famille génératrice de E croix F, donc je vais tout de suite me donner un élément absolument quelconque de E croix F. Je vous rappelle que la donnée quelconque d'un élément de E croix F, ça revient à se donner un vecteur de E, et ça revient à se donner un vecteur de F. Pour pouvoir engendrer donc un élément de E croix F, il faut que je sois capable d'engendrer un élément de E et d'engendrer un élément de F. Pour réécrire un élément de E, je vais avoir besoin d'une base de E. Or, on a démontré qu'en dimension finie, il existe des bases. Vous savez, c'est le théorème, la reformulation du théorème de la base incomplète. Donc, c'est la première fois qu'on utilise ce théorème, on va pouvoir dire il existe une base E1, etc., En, que je vais appeler E majuscule, de E. Donc là, on vient d'utiliser un théorème fondamental dans notre cours, un théorème existentiel qui nous indique qu'il existe bien une base de l'espace vectoriel E. Et de la même façon, je vais dire qu'il existe une base F1, Fp, que je vais noter F, de l'espace vectoriel F. Toujours grâce au même théorème d'existence de base lorsqu'on est en dimension finie. Donc le vecteur E qui est ici, je peux le décomposer comme combinaison linéaire de ces vecteurs de base. Je peux donc trouver des coordonnées alpha 1, etc., alpha n, qui sont des éléments dans K, de manière unique d'ailleurs, tels que x va s'écrire sous la forme alpha 1 E1 plus etc. alpha n En. J'ai exactement la même propriété pour le vecteur y qui se décompose dans la base F1 Fp, dans la base F de l'espace vectoriel F. Donc maintenant, pour trouver une famille génératrice de mon produit cartésien, je vais utiliser les règles de calcul de E croix F. Déjà, je vais séparer le vecteur x du vecteur y dans le produit cartésien en écrivant le couple xy de cette manière-là. Donc ici, c'est le vecteur nul de E, ici, c'est le vecteur nul de F. Là, j'ai appliqué les règles de la somme dans mon espace cartésien. Puis, je vais décomposer le vecteur x dans sa base. Donc là, je vais récupérer alpha 1 E1 plus etc. alpha n En virgule 0f, le vecteur nul de f, plus la même chose en remplaçant y par sa combinaison linéaire.
toujours en utilisant les règles de calcul de mon espace vectoriel. Le vecteur qui est ici, je peux le décomposer en alpha 1, E1 vecteur nul de f, plus etc. alpha n, En vecteur nul de f, plus bêta 1 vecteur nul de f1, plus etc. bêta p vecteur nul de fp. Je vous ai indiqué en couleur d'où provenaient les différents éléments de ma décomposition. Mais si vous observez maintenant les vecteurs qui sont ici et qui sont dans le produit cartésien, les vecteurs que j'obtiens, ils ne dépendent ni de x ni de y. Ce sont des vecteurs qui ne dépendent que de la base qu'on a choisie pour l'espace vectoriel E et pour l'espace vectoriel F. Ces vecteurs-là constituent donc une famille génératrice de notre espace vectoriel, puisqu'on vient de démontrer que si on prend n'importe quel vecteur du produit cartésien E croix F, ce vecteur se décompose comme combinaison linéaire de ces vecteurs particuliers, qui ne dépendent ni de x, ni de y. Donc, pour commencer, la famille que je vais appeler G, et qui est constituée des vecteurs E1, 0, 2f, etc., En, 0, 2f, puis des vecteurs 0f1, 0fp, est génératrice de l'espace vectoriel E croix F. Donc, en particulier, E croix F est un espace vectoriel de dimension finie, puisqu'il est engendré par un nombre fini de vecteurs. Il respecte donc la première définition du cours, il est de dimension finie. On peut même dire que comme sa dimension c'est le nombre de vecteurs d'une base, la dimension de E croix F est donc inférieure ou égale au nombre de vecteurs qu'on trouve dans une famille génératrice. Puisque je vous rappelle que le nombre de vecteurs d'une base, qui est le nombre de vecteurs d'une famille libre, puisqu'une base c'est libre, est toujours plus petit que le nombre de vecteurs d'une famille génératrice. Donc on obtient déjà que la dimension de E est inférieure ou égale au nombre d'éléments qu'il y a dans ma famille génératrice, c'est-à-dire est inférieure ou égale à n plus p. Donc, grâce à ce procédé-là, on vient de démontrer que la dimension de E croix F est inférieure ou égale à la dimension de E plus la dimension de P. Donc là, le travail qu'on a fait nous a permis de montrer qu'on est de dimension finie et d'obtenir un renseignement précieux sur la dimension. Pour maintenant calculer de façon certaine la dimension, nous devons vérifier que la famille qu'on obtient ici est bien une famille libre. Donc je vais me donner autant de scalaires que j'ai de vecteurs, et je vais me donner une combinaison linéaire nulle des vecteurs de cette famille. Alors quand je dis une combinaison linéaire nulle, évidemment c'est qui est égale au vecteur nul de E croix F, puisque cette égalité elle a lieu dans E croix F, c'est-à-dire le vecteur 0,2e, 0,2f. L'objectif est de démontrer, pour que cette famille soit libre, c'est que tous les scalaires qui interviennent dans cette combinaison linéaire sont nuls. Mais quand vous regardez la combinaison linéaire qu'on a écrite ici, c'est exactement la combinaison linéaire qu'on a obtenue en partant du vecteur qui est là. Moralité, on va récupérer exactement le vecteur dont la première composante, c'est la combinaison linéaire qui est ici, et la deuxième composante, c'est la combinaison linéaire qui est ici. Donc avec les mêmes calculs, ici je ne vais évidemment pas les refaire, puisque ce sont les mêmes, on obtient que le terme qui est dans le membre de gauche, c'est alpha 1 E1 plus etc. alpha n en première composante, et bêta 1 f1 plus etc. bêta p fp en deuxième composante. Et ceci est égal au couple vecteur nul de E, vecteur nul de f. Or, on sait que des couples, l'égalité est simple, c'est j'ai l'égalité des premières composantes et l'égalité des deuxièmes composantes. Donc, on récupère que cette égalité de couple entraîne l'égalité de chacune des composantes. Donc là, c'est une règle qu'on avait vue il y a bien longtemps. C'est la règle qui régit l'égalité de ces objets. Et là, on récupère donc deux égalités, une égalité de vecteur de E et une égalité de vecteur de F. Seulement, la famille qu'on a prise ici, la famille E, ici, c'est une base de l'espace vectoriel E. Elle est donc en particulier libre. Donc, cette égalité-là, par liberté de la famille E, nous donne donc que tous les scalaires qui interviennent dans cette combinaison linéaire sont nuls. De la même manière, par liberté de F, on obtient que bêta 1 est égal, etc., est égal à bêta p, est égal à 0. Ça, c'est ce qu'on obtient de la liberté de F et du fait que cette combinaison linéaire de vecteurs soit nulle. Moralité. On est parti d'une combinaison linéaire nulle de ces vecteurs. On a réussi à démontrer que tous les scalaires de cette combinaison linéaire sont nuls. On peut donc conclure que la famille G est non seulement génératrice de E croix F, mais aussi libre. C'est donc une base de E croix F. Elle est libre et génératrice de E croix F. Comme la dimension d'un espace vectoriel, c'est le nombre de vecteurs de l'une quelconque de ces bases, là j'obtiens donc que la dimension de E croix F,
c'est le nombre de vecteurs de la famille qui est là. Or, ce nombre de vecteurs, on l'avait déjà calculé, c'est le nombre de vecteurs d'une base de E, donc la dimension de E, plus la dimension de F. Et on a donc démontré la formule considérée. Et on a vu que pour construire une base de l'espace vectoriel produit, il suffit de considérer la famille suivante, qui est construite à l'aide d'une base de E et d'une base de F. Donc là, on fait d'une pierre deux coups. On a un résultat maintenant constructif qui nous permet de trouver des bases de E croix F, et on a trouvé la dimension de E croix F par la même occasion.